Alors, on se retrouve cette fois-ci pour parler de Yai 2.0, une saison 2 qui s'annonce intense. Mais c'est-à-dire que quand je parle d'intensité, tout est représenté comme intense dans cette saison 2. Le générique est d'une intensité, mais capitale, mais énorme. Le choix de la technique et du générique et bien sûr de la série, des plans et tout est mouvementé. Tout simplement pour répondre à la touche donnée à cette saison 2 qui sera tout simplement mouvementée. Et c'est dans la boîte, on passe à l'analyse de ce générique. Alors, il y en a quand même qui, au niveau des commentaires, on voit qui ne se retrouvent pas. Pourquoi vous ne vous retrouvez pas? Est-ce que c'est comme certains le disent, saison 2 binaire roule? Ah, mais non, vous exagérez. La saison 2, là, vous avez vu comment la première saison a dû plaire? Comment elle a marqué? Elle était magnifique, mais cette saison 2 est 1000 fois plus magnifique que la saison 1. Et lolu moy logique bi da ngay joggé ci 1 dem ci 2 dem ci 3 dem ci 4 dem ci 5 bo mëne ag ba infini nga ag ci infini. Et c'est ce que cette saison 2 vient nous prouver. On peut comprendre le fait que vous ne vous êtes pas retrouvés du moment où il y a eu une pause de 2 ans. Mais je pense que cela ne coûtera également rien d'aller revoir la première saison. Maintenant, vous pouvez avoir la flemme, vous pouvez ne pas pouvoir le faire. Raison de plus, moi je suis là, votre thérapeute, votre docteur, hein, votre guide. En fait, ma fusion avec vous est tellement forte et émotionnelle. Je vous aime tellement que je suis prêt à sacrifier toute mon énergie en fait pour vous donner lumière dans vos ténèbres, dans vos moments sombres. Je suis là pour vous analyser le générique et quand je vous analyserai ce générique, bien sûr, faites-moi confiance, vous allez vous retrouver. Maintenant, on passe à l'analyse de ce générique qui commence tout simplement par un berceau. Et le fait que ce générique commence par un berceau nous plonge directement dans le thème central, dans le thème principal de la série, Yai 2.0, comme le nom l'indique, la maternité. La maternité, bien sûr, on peut dire l'amour maternel. Du moment où on voit ce berceau garni d'une tétine, bien sûr. Et tu vois, c'est comme si c'est un berceau déjà en tout cas apprêté à être soit offert à quelqu'un, sinon à accueillir un nouveau-né. Vous voyez, parce qu'après on peut relativiser avec les cris de bébé qu'on entend, mais je pense que ces cris de bébé, avec là où on les a placés, en fait, ils auront beaucoup plus de symbolisme par rapport à l'avancée du générique. Mais ce berceau nous plonge tout simplement dans le thème de la maternité, dans l'amour maternel, bien sûr. Maintenant, reste à savoir si ce berceau vide, qui n'a pas d'enfant, aura à accueillir un enfant, sachant que dans la première saison, on a eu une Kala, bien sûr, dévastée, mais qui est passée de toutes les couleurs à la recherche d'un enfant. Avec Sanjeri, bien sûr. Après, bien sûr, on a découvert qu'elle a donné naissance à une fille qui aujourd'hui est devenue adolescente à l'image de Mariama. Mais après, cela n'a pas empêché qu'elle a toujours nourri ce désir d'enfanter avec Sanjeri. Mais malheureusement, c'est Sanjeri qui était stérile. Voilà. Alors que Sanjeri également, lorsqu'il a découvert ça, il l'a caché à Kala, et ce qui a aujourd'hui engendré 2 mensonges dans le couple et qui les ont séparés aujourd'hui. D'accord. D'où la tension que prend le générique, que prend également la série. C'est-à-dire qu'au niveau de la technique, de la prise de vue, hein, en fait, le réalisateur, lors du lancement, on a un peu discuté sur ça. Il y avait une possibilité de poser des questions, de demander. J'ai dû remarquer que les plans sont plus mouvementés que statiques. Est-ce que même il y a des plans statiques? Je me demande. J'ai demandé et il m'a dit que lors du tournage, j'ai dit à Babacar, le chef opérateur, ne m'amène même pas de trépied. Parce que c'est une saison qui doit être mouvementée.
Et parce qu'elle doit être mouvementée, on doit représenter ça même au niveau de la prise de vue, au niveau du cadrage. Du coup, ils n'ont pas tourné avec un trépied. Et c'est à saluer. Avoir un réalisateur qui a cette vision, mais qui a cette capacité de s'investir, mais de créer, d'oser, de briser des règles quand même pour apporter quelque chose de nouveau. C'est super. Et bien évidemment, cette mouvance, on ne la note pas qu'au niveau des épisodes, on note cette mouvance également au niveau du générique. Du moins, ou même, en fait, le berceau, il bouge. Le berceau bouge. Et quand il bouge, et même la tétine qui est attachée normalement également bouge. Et la prise de vue également, on voit que ça part d'un zoom rapproché et puis arriéré, avancé, reculer. Vous voyez, c'est un peu pour donner un dynamisme au générique, mais aussi pour rester dans le thème de ces événements assez mouvementés qui se vivent dans cette série. Maintenant, par rapport à ce fond bleu, je pense que je vais revenir un peu vers la fin pour vous expliquer. La suite, c'est quoi? C'est la rose qu'on voit. Waouh, une rose toute seule. Qu'est-ce que peut symboliser cette rose? Déjà, moi, je pense que cette rose symbolise, je ne dirais pas toutes les femmes de la série. Bon, c'est vrai qu'on parle de Yaï 2.0, c'est plus acté sur les Yaï. Et je pense que cette rose symbolise toutes les Yaï de cette série, mais elle va au-delà de ça. Parce que quand on parle d'une rose, des symbolismes d'une rose, la rose, elle symbolise bien sûr l'amour, mais aussi la beauté. Et autant elle symbolise la beauté, autant elle symbolise l'amour, autant elle symbolise de très belles choses, autant elle est dangereuse. Et du coup, cette rose seule qui se trouve comme ça, déjà belle à l'aperçu, mais qui, quand on s'approche d'elle, tout comme Dibor l'a fait, elle peut blesser parce qu'elle a des épines. Donc, il y a également le thème du danger qui est évoqué dans cette série. Waouh, j'adore. Et on avance un peu. Waouh. Vous voyez, pourquoi la succession de ces événements? On part d'abord d'un berceau, puis d'une rose, et ensuite de Sandieri et de Serigne Mor qui sont dans une dualité, qui craquent, mais qui crient de toute leur force. Mais c'est-à-dire qu'ils nous annoncent que, oh mais franchement, les événements ont pris le dessus sur nous. Et pèsent leur poids sur nous. C'est-à-dire que c'est lourd. C'est comme quand tu portes un poids que tu n'arrives plus à porter. Tu craques. Tu craques, soit tu lâches tomber, sinon toi en personne. Il y a en tout cas plusieurs manières de montrer ça. Et ces cris renvoient tout simplement, je pense, au fait de perdre le contrôle par rapport à ces événements qu'ils vivent ou bien qu'ils ont vécu et qu'ils vivront ou bien que certains d'autres vivront tout au long de cette aventure de la saison 2. Oh, j'adore. Et en même temps, leurs deux visages là qui se fondent l'un vers l'autre symbolisent le fait qu'ils sont qu'ils vivent la même colère, les mêmes événements, c'est-à-dire qu'ils sont victimes des mêmes événements. Et bien sûr, parce que il y a Kala et Dibor qui sont entre les deux. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ce triangle-là. Kala, Dibor, Sandieri, ou bien Dibor, Serigne Mor, Kala. Il y a des triangles qui se forment et qui sont représentés également au niveau de cela. Tantôt, au début, je vous disais que c'est une saison assez mouvementée. Et bien sûr, il y a également dans ce générique la tension y est représentée. Et cette tension, je pense, est représentée par ce coin que l'on voit. Pourquoi on choisit de tout représenter ou bien de presque tout représenter c'est-à-dire les personnages sont toujours représentés derrière ces deux murs qui se rencontrent et forment un coin. Et là où ils forment un coin, forment également ou en même temps un triangle. Et dans le cinéma, le triangle est utilisé pour symboliser la tension. Et cela va même dans le casting. Mais c'est-à-dire, si par exemple, la description du personnage correspond à un personnage colérique qui est censé être confronté à de la tension ou bien à en créer, c'est que au niveau du casting, on préfère, ou bien de préférence, on choisit une personne
dont le visage est de forme triangulaire. D'accord? Et d'habitude plutôt, les personnages pacifiques sont ceux qui ont les visages ronds. Voyez un peu sinon, carré. Chaque figure géométrique dans le cinéma a ses symboliques. Et ce triangle représenté au niveau de ce mur représente non seulement la tension, mais également représente la position de ces personnages qui englobent ou bien qui forment cette tension dans la série. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir l'histoire d'abord de Kala, de Dibor, bien sûr, et puis de Sangeri, parce que dans la première saison, si on se rappelle très bien, moi j'avais tenu une hypothèse, et c'est depuis que Sangeri avait quitté la maison, et que pour que Dibor le retrouve, elle n'était même pas passée par 4 chemins. Elle a su directement où le retrouver. Et qu'est-ce que j'avais tenu comme hypothèse? C'est que Dibor et Sangeri, sûrement, ils se sont aimés en premier lieu. Et parce que Dibor tient trop à sa sœur, elle a cédé. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Et je m'attends également à ce que cette situation, si toutefois cela s'avère, qu'elle nous soit ramenée dans cette saison. D'accord. Et qu'est-ce qui m'a le plus poussé? C'est parce que depuis l'abandon de la première saison, et dans l'épisode 8, Dibor a tenu des paroles assez signifiantes, mais importantes, fondamentales. Mu ne ko Kala, maak yow bu ñu demoon bay daanu ci sama kaw ngay atterrir. Mais c'est-à-dire que bu ñu demoon bay xëccoo, bu perte de am man maay nangoo perte jox la. Boo naree daanu man maa lay sauver. Est-ce que cela ne rejoint pas cette situation? Mu bëggante woon ak Sangeri, je sais pas si bëggante la boo xam ne dañu bëggante woon kenn wax ko sa morom, wala ñu doon waaj a génn après entre-temps Kala nopp Sangeri, après voilà, je sais pas, xaw ma Sangeri gis Kala plutôt flanché ci moom, après Dibor nangoo bàyyi et tout. Maintenant, aujourd'hui on se retrouve avec une Dibor qui rivalise, qui dualise face à ou bien contre Kala. Les gens se demandent, non mais comment est-ce que ça a pu se passer? C'est pas normal. Non, li narul neex, aka mëna neex. Mais imaginez-vous, vous vous sacrifiez pour une personne qui, quand il a, qui, durant tout le long de tes sacrifices, tout le long du moment où tu te sacrifiais pour elle, elle gardait un mensonge. Elle gardait un secret. Et pourtant, toi, tu ne lui as jamais caché tes zones d'ombre. Kala savait tout ou sait tout de Dibor. Mais c'est vrai que quand tu vas découvrir ça, d'ailleurs raison pour laquelle, lorsque le secret a été découvert, on nous a offert un épisode intégralement, mais typiquement Kala et Dibor, avec le fameux Doomu Baay, le son de Thione Seck et tout ça. Donc, il faut vraiment revoir la première saison et être focus au niveau des détails pour pouvoir apprécier, mais consommer aisément cette saison 2, très bien placée. J'aime beaucoup comment les arches sont placées. Déjà, il y a les arches développées au niveau de la première saison qui sont approfondies, mais il y en a de nouvelles. Waouh! Et d'ailleurs, on va en parler. Donc, la tension, elle est assez bien représentée. Maintenant, alors, oui, il y a les cris. Et puis, par rapport à cette tension, on voit Sangeri et Serigne Mor qui se font face au niveau, en fait, dans la même position, même geste, même façon de crier. En fait, la seule chose, ou bien la seule partie où on note une différence, c'est au niveau de leur accoutrement. Sangeri est habillé tout noir, alors que Serigne Mor est habillé avec du noir et du blanc. Ce qui est assez symbolique. C'est-à-dire que c'est par rapport aux événements qu'ils ont vécu, ou bien qu'ils vivent et qu'ils continueront de vivre tout au long de cette saison. Sangeri, il est à l'intérieur du gouffre. Il est à l'intérieur des événements. Il en a assez subi. Vous voyez? Et maintenant, Serigne Mor, il vient carrément de subir du moment où il y a Sangeri qui jette son dévolu sur Dibor, ou bien c'est Dibor qui a jeté son dévolu sur
Sandieri, je ne sais pas, en tout cas vice et versa, alors que celle pour qui Serigne Mor a de vie, ou bien celle pour qui Serigne Mor vit, c'est Dibor. Malgré tout, Serigne Mor dans le passé a eu une liaison avec Kala, la sœur de Dibor. Raison pour laquelle le mensonge a été plus que fatal. Imagine, Mak Agrak. Parce que, genre, Serigne Mor, Kala la njëkk a xamanteel moom la amal doom Mariama. D'accord? Léegi, le destin réunit Dibor ak Serigne Mor qui s'aiment. Ah, et qui, comme ça, on mugu. Xam na rak, xam na mag. Mais du yomb. D'accord. Donc, cette tension, elle est bel et bien représentée. Non, mais je kiffe le générique, franchement. Et je pense qu'avec leur position de tomber là, ils ne vont pas tous tomber. Maintenant, on passe à ce fameux test de grossesse que Kala tient. Waouh, qu'est-ce qu'il veut symboliser? Est-ce que ce test de grossesse que Kala tient au niveau de ses mains symbolise toujours son désir d'avoir d'enfants, sachant que dans cette saison 2, franchement, affaire yombul ci moom. La situation, elle est tendue entre elle et Sandieri, bien sûr. Est-ce qu'il y a lieu d'espérer d'avoir un enfant du moment où mën na la fase de mois à l'autre, ou bien, bon, déjà que xam na que ni Sandieri, il est stérile. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir un enfant? Non, c'est impossible, à moins qu'elle soit enceinte de quelqu'un d'autre ou bien de Serigne Mor à nouveau. Ah non, ça sera la goutte d'eau qui fera plus déborder le vase ou bien qui va écraser le vase pour une fois. Je pense que ce test de grossesse appartient plutôt à sa fille Mariama. Ouais, ce n'est plus une information parce qu'au niveau du lancement, quand j'ai interviewé Cheikh Diallo, le réalisateur, il avait lâché la bombe et j'étais autant choqué que ceux qui l'ont également découvert sur la chaîne YouTube Urban SN au niveau du rendu de la couverture de l'événement. Je me dis que ce test de grossesse qu'elle tient, c'est quand elle va découvrir que sa fille est enceinte. Et le fait qu'elle lâche le test de grossesse tombé. D'ailleurs, une mise en scène qui renvoie au générique de la première saison, bien sûr, qui reste toujours symbolique, qui pour moi, avec le fait de fermer les yeux, symbolise le contrôle perdu d'une chose. Quand on croit avoir maîtrisé une chose et qu'au final, on se rend compte du fait qu'on ne l'a pas contrôlé, on est au fond de la perte de ce contrôle et que, waouh, il y a le désespoir, tu vois, tu fermes les yeux, mais non! Et puis, il y a le test qui tombe et puis qui nage un peu. Moi, je me dis, ce fond bleu ne peut pas être ce qui va venir apaiser les choses. D'accord? Parce qu'avec la succession des événements et tout, ce bleu ne peut pas avoir une connotation positive. Peut-être, mais pour moi, non. Du moment où, oui, le bleu, c'est quand même la couleur la plus positive des couleurs, mais aussi elle peut retrouver une connotation négative du moment où le bleu tire vers la couleur du ciel, la couleur de l'eau. Alors, le bleu qui peut symboliser en tout cas tout ce qui est positif, le rêve, en tout cas la douceur, patati patata, je n'aimerais pas évoquer cela dans ce contexte. Le bleu tire vers la couleur du ciel, de l'eau. L'eau qui, autant qu'elle est source de vie, autant elle tue quand elle te noie. Waouh! Donc je pense que ce fond bleu peut être symbolisé, peut-être en fait une métaphore pour symboliser l'eau. Du moment où tout le monde s'y retrouve. Et puis c'est comme si on est au niveau d'une fleuve, je ne sais pas, d'une mer, voire un peu d'une rivière, je ne sais pas, d'une rive, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que avant les cris de Sandieri et de Serigne Mor, il y a en fait une espèce de vague qui frappe. Paf! Paf! Et quand la vague, elle frappe avec force, c'est qu'il y a la tourmente. Ce qui rime toujours avec le dynamisme de la série que ça prend. Et puis, il y a la succession du test de grossesse
d'accord, lâchée, la perte de contrôle et qui se succède avec, qui se suit par Mariama. Mariama qui est au niveau de ce carré rouge qui symbolise pour moi un danger, une zone de danger. Le rouge déjà c'est une couleur qui symbolise le danger, mais surtout le fait qu'on ait placé le carré rouge là et qu'on la mette au milieu, c'est qu'elle est en danger. Et la grossesse vient se symboliser par son geste d'avoir les mains sous le ventre. Waouh! Imaginez Mariam qui n'a que 16 ans ou 17 ans, qui devient mère. Et ça reste toujours dans la touche de la série AI 2.0, d'accord, dans le thème de la maternité et tout ça. Maintenant, il reste à voir comment est-ce qu'elle va s'en sortir. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Parce que je pense que cette grossesse va tellement la tourmenter, va tellement prendre le dessus sur elle, qu'elle ne pourra plus compter sur les gens autour d'elle et qu'elle ne pourra faire recours qu'au Tout-Puissant, Dieu bien sûr. Elle ne pourra avoir espoir qu'en une aide divine. Elle ne pourra faire appel qu'à Dieu, bien sûr. Ya Latif. Ça renvoie au Ya Latif, bien sûr. Le fait qu'elle regarde en haut. Et puis, il y a l'effet de la caméra qui vient zoomer et puis dézoomer. C'est comme si, en fait, des choses extraordinaires qui ne peuvent provenir que du divin, que de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a l'aspect divin qui est représenté dans cette scène, bien sûr. Et après, plus la caméra dézoome et passe en vue aérienne, on voit comment la salle forme un carré, mais plutôt étroit par rapport à sa position. Tout pour symboliser un danger, mais comment elle est coincée par cette situation qu'elle vit. Et puis tout vient, en tout cas, se fortifier par les larmes. Waouh, la peur. La peur également, je pense qu'elle fait partie des thèmes évoqués dans ça. Et quand je parle de peur, il y a Dibor qui vient s'approcher de cette épine que j'ai symbolisée comme juste la beauté, l'amour, mais aussi le danger du fait qu'elle est épineuse. Mais aussi le danger vient être symbolisé par son rouge qu'elle a porté. Et pourtant ce rouge est assez séduisant. Le rouge est une couleur qui peut symboliser non seulement le danger mais aussi la séduction. Surtout quand ça tire vers du rouge bordeaux. Et elle porte plutôt ses robes rouge bordeaux qui laissent en tout cas voir ses épaules et tout un peu la sensibilité, je vais dire ça, ou bien la vulnérabilité un peu de Dibor. Mais quand tout à l'heure je parle de peur, c'est que son jeu d'acteur en témoigne. Le fait qu'elle s'approche de cette épine avec le visage froissé, mais qui affiche une touille. Et pourtant, elle s'approche de l'épine, je dirais de la rose. C'est comme si dafay jege si benn affaire boo xam na que ni maa ngi koy jàpp foog ma jàpp ko de waaye moo ko jàppee dina ma gaañ vu tout simplement facial yi mu jot a dégagé. Donc il y a toujours le thème du danger mais aussi le thème de l'amour. Mais pourquoi elle était forcée d'attraper cette épine qui est blessante? Après il y a le sang qui coule, qui vient appuyer encore l'aspect du danger évoqué dans cette série. Le danger, le risque, tout est présent, mais aussi la beauté, franchement. Parce que je ne vois pas en fait le fait qu'elle soit bien habillée. Pourquoi le choix du rouge bordeaux qui renvoie à la sensualité, à la beauté, à la séduction? D'accord. Et d'ailleurs, quand je parle de séduction, ça renvoie à ce qu'on a déjà eu à voir. Quand je parle de vulnérabilité, de faiblesse et tout, Dibor est faible face à Serigne Mor. Et surtout quand ils sont entre les quatre murs, c'est qu'elle ne peut pas la résister. Il faut forcément le mougou. Alors, donc, je disais la beauté. Imaginez Dibor bien maquillé, bien habillé, bien coiffé et qui vient se niveler avec cette rose, bien qu'elle l'ait blessée. Bien qu'elle l'ait fait saigner, elle est très belle. Et le comble pour symboliser cette beauté, c'est ces perles de diamant qu'on voit un peu partout en elle.
Il y a d'abord au niveau des boucles d'oreilles, au niveau de la garniture de sa robe. Je pense qu'on peut prendre ça comme des espèces de pierres de diamant, mais aussi la bague qui tient cette épine. Du coup, cette bague, est-ce qu'elle symboliserait tout simplement la présence du diamant pouvant symboliser une beauté, tu vois, la préciosité comme le diamant bien sûr, mais aussi je pense que le diamant symbolise l'éternité. C'est une pierre incassable. Donc un amour éternel. Cet amour éternel, cette rose que Dibor tient symbolise qui ou bien représente qui? Est-ce qu'elle représente Serigne Mor ou Sanjiri? Ça, je pense qu'on va laisser le suspense en déduire quoi que ce soit ou bien quoi qu'il en sera. D'accord, on va essayer de voir. En tout cas, cette bague en diamant également peut symboliser une alliance. Ouais, une alliance. Une alliance. J'adore ce générique et il me parle trop. Il me parle trop et je pense que vous aussi, il vous parle trop. Voilà, il y a le son qui coule et qui part vers en bas. Vous voyez, qui symbolise le danger, le mal, d'accord, mais aussi, en quelque sorte, le sacrifice. Le fait d'affronter une chose et bien qu'on sait que cette chose nous est nuisante, on est quand même censé l'affronter. Waouh! On va voir la suite. Qu'est-ce qui s'ensuit? Waouh! La partie, en fait, ma fave partie, c'est la partie du miroir. J'adore le miroir qui, je pense, la spécificité du miroir pour moi, c'est le fait que le miroir permet à l'être humain, en tout cas, ou bien à quoi que ce soit c'est l'être humain ou bien à l'objet, parce qu'on ne peut pas parler d'animaux, l'objet à l'être humain. Là, on a des personnages, donc ne cherche pas de midi à 14h, ne cherche pas de Tamba à Kédougou ou de Kungel. D'accord? Le miroir permet à l'être humain de se voir en de différentes versions, mais aussi permet à l'être humain, une fois s'être vu en sa version actuelle, de se créer une, deux à plusieurs versions. Et donc, ce miroir peut représenter tout simplement en fait, les facettes diverses qu'un être humain peut tout simplement adopter. D'accord? Et cela se note dès que le miroir se brise. Cette brisure qui symbolise la rupture de Serigne Mor avec la version qu'il était. Maintenant, reste à voir pourquoi il a besoin d'en devenir une autre. Et on voit quand le miroir se casse plutôt, c'est pas casse, d'accord? Quand le miroir se casse, on voit les visages de Sanjiri, de Dibor et de Kala passer au niveau des éclats de verre. Qu'est-ce que cela peut symboliser? Pour moi, d'abord, cela peut symboliser du fait que ceux qui ont contribué à ce changement ou bien à la naissance d'une nouvelle version de Serigne Mor, c'est tout simplement ces trois. Et bien évidemment, c'est ces trois qui forment un triangle qui renvoie à ce triangle qu'on voit au niveau du background bleu, la rencontre de ces deux murs. Déjà qu'il y a les deux murs là, vous savez comment la matière du mur est assez solide, fondée de béton, de ciment, de sable et tout, et qui se confrontent. Ça symbolise également cette confrontation, cette dualité assez rude, mais fatale dans cette série. Et vous allez le voir au fil des épisodes, il y aura Sanjiri et Serigne Mor qui vont se confronter, mais de ouf. Il y aura également Dibor et Kala qui vont se confronter, mais férocement. Il y aura bien sûr Kala et Serigne Mor qui vont se confronter, Kala et Sanjiri qui vont se confronter, Dibor et Serigne Mor qui vont se confronter. Reste à voir si elle va confronter également Sanjiri au fil du dénouement. C'est-à-dire que cette saison, c'est la saison des résolutions, de la confrontation ou bien des confrontations, des dualités. Wow! I love this vibe. Yeah. Ok. Donc ce miroir, il est assez symbolique. Donc les visages de Sanjiri, Kala et Dibor qui apparaissent au niveau des éclats peut symboliser tout simplement le fait qu'ils soient à l'auteur de la nouvelle version que Serigne Mor s'est créée, mais aussi ça renvoie également à leur nouvelle version à eux. Parce que Sanjiri, quoi qu'on puisse dire, il est devenu une nouvelle version assez différente de celle qu'il a été, c'est-à-dire le mari attentionné qui, quoi qu'il puisse en tout cas créer une tension, il finit par vraiment s'adoucir,
et puis trouver un consensus avec sa femme et tout. Du coup, il est devenu une nouvelle version. Et c'est cette version qu'on a découverte au niveau de cette saison. Et bien évidemment, Kala, elle est devenue la peste jurée. Celle qui ne regrette pas avoir commis des erreurs. Elle s'enfonce dans le gouffre, elle s'enfonce dans ses erreurs. Elle rejette Mariama et n'hésite pas à lui faire comprendre que je ne suis pas prête à t'accepter comme ma fille et je ne voudrais pas t'accepter telle. Et c'est blessant, franchement. Dibor également, qui a carrément changé, qui retrouve une nouvelle version. Donc, l'utilisation de ce miroir, c'est ouf. Et le cadrage rouge reste toujours dans, franchement, le thème du danger. Le fait que cette nouvelle version de Serigne Mor, leur nouvelle version à tout cela, annonce un danger, ou bien installe un danger. Reste à voir qu'est-ce qui en découdra, ou bien qu'est-ce qui va en découler. Il y a également les couleurs condensées, le rouge, le bleu, les éclats avec les lumières qui renvoient toujours au thème de la beauté. Franchement, c'est ouf. Après le miroir, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Kala. En fait, je ne sais pas si vous avez également remarqué, les plans choisis pour tout simplement accentuer au niveau des émotions. D'accord? Pour mieux, je pense que c'est une manière d'aider au public de mieux intégrer les émotions qu'on file au niveau de ce générique. Bien sûr, mais aussi ça part dans la mouvance. Plutôt c'est des plans rapprochés, plutôt c'est des plans d'ensemble. Vous voyez un peu des plans éloignés, si on peut les appeler comme ça, rapprochés, éloignés, plans serrés. D'accord. Alors, après ça, ça passe vers Sandieri et Kala qui se lâchent. Franchement, je pense que la manière dont ils se sont tenus, leur main est assez symbolique. Du moment où c'est une position assez fragile, cassable, flexible, facile à détacher. Vous voyez, ils se sont tenus comme ça et c'est assez différent s'ils s'étaient tenus pareil. Vous voyez, là où il y a beaucoup plus de force, là où il y a les deux forces qui se confrontent et qui forment plus de force, qui forment plus de résistance. Vous voyez un peu. Maintenant, quand vous êtes comme ça, c'est que si quelqu'un tire par là et qu'on tire par là, c'est que vous allez vous détacher. Ce qui peut symboliser tout simplement une rupture entre Kala et Sandieri dans cette saison. Reste à voir si ce sera tout simplement pour de bon ou pas. Ou bien ils vont rompre. En tout cas, vu leurs émotions, c'est que ce sera dans une situation pas en tout cas plaisante. Ils en sont arrivés à un moment où ils ont perdu le contrôle de tout et qu'il fallait forcément se séparer. C'est savoir pourquoi ils se sont séparés. Parce que je vous dis que Mariama sera enceinte, mais je ne sais pas pourquoi, quand j'ai regardé l'épisode 1 et qu'il y avait cette succession ou bien cette compilation de scènes qui présentait Sandieri qui était en train d'observer Mariama. Waouh! Après je me disais, pourquoi il est en train de l'observer comme ça? Est-ce qu'il l'observe parce que tout simplement Mariama est à l'origine de tout ce malheur qui s'est passé ou bien qui a en tout cas dérangé ou son ménage? Ou bien parce qu'il va jeter son dévolu sur Mariama? Une sorte de vengeance, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui va expliquer ça si toutefois cela se passe et que cette grossesse dont on parle, Sandieri en sera l'auteur. Imaginez. Mugu yaay mugu dom. Ah non, je pense qu'ils ne vont pas en arriver là. Franchement. De toute façon, soyons prêts à tout avec cette saison. Franchement, soyons prêts à tout parce que c'est des fous qui sont autour de ce projet. Il y a la scénariste Calista qui a co-scénarisé avec le fou Cheikh Diallo qui également l'a réalisé. Vous voyez, il y a toute l'équipe, il y a Roger au niveau de la direction artistique, bien sûr. Ah, c'est top, j'ai beaucoup kiffé. Donc, je pense que c'est ce que j'avais pour ce générique pour vous. Et si toutefois il y a des détails omis, sachez que je serai là, de retour, pour tout simplement revenir là-dessus et puis vous donner plus de pistes et vous guider davantage pour cela. J'espère que la revue va vous plaire une fois que vous l'aurez suivi.
Restez et l'aventure ne fait que commencer avec Yaye 2.0. Des analyses, mais bombastrophiques arrivent sur Urban SN avec Bambara sur le cinéma. Et puis c'est dans la boîte.